Voilà, pour commencer, simplement vous présenter les thèmes qu'on va pouvoir aborder. Donc, on a séparé la présentation en deux, puisqu'il apparaît que beaucoup de salariés ont des questions donc liées à la poursuite de leur activité ou, selon les cas, à la suspension du contrat de travail. Et puis, dans un second temps, on voulait aborder toutes les questions qui se posent actuellement à nos représentants du personnel et notamment par rapport à la question de savoir comment on va pouvoir continuer de fonctionner pendant cette période. Donc, comme je vous l'avais expliqué, je vais commencer par vous faire une présentation et à la fin de chaque présentation, j'essaierai de répondre à vos questions. En fonction du nombre de personnes qu'on est, je pourrais pas répondre. Voilà, laissez-moi un petit peu le temps de répondre. Et je pense qu'il y aura déjà beaucoup de réponses. Enfin, en tout cas, je l'espère qu'on envisagera déjà toutes les réponses aux premières questions qui pourraient se poser. Donc, pour commencer, on a certains salariés qui sont pour le moment sur le front. Et donc, notamment dans nos secteurs, l'agroalimentaire, évidemment, le commerce, qui sont tout à fait mobilisés en ce moment. Ce sont les secteurs donc, identifiés comme nécessaires à la sécurité ou à la continuité de la vie économique et sociale. Donc, pour ces entreprises où les salariés sont encore tenus de se présenter physiquement sur leur lieu de travail, on a un certain nombre de questions. On en a mis 4 sous les yeux. On vous en a mis 4 pour savoir ce que l'employeur devait mettre en place. Alors, sur les mesures de protection que l'employeur doit mettre en place, j'ai souvent cette question qui revient. Il est évident qu'on ne peut pas vous donner une réponse complètement la même pour toutes les sociétés. Ça dépend un peu des entreprises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que l'employeur procède à une évaluation des risques. Il est tenu, même pendant la période actuelle, de mettre à jour son document unique de risque et il doit déterminer les mesures de prévention adéquates. Et pour faire tout ce travail, il doit évidemment associer les représentants du personnel et la médecine du travail à ce travail. Alors, sur les exemples de protection, je ne peux que vous conseiller de regarder sur le site du ministère. Vous avez des fiches métiers. Donc là, actuellement, vous ne pouvez pas cliquer sur le lien, mais on vous enverra. Ah, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. On va vous envoyer des questions sur ce point. Je vous enverrai le lien donc, pour vous expliquer un peu ce principe. En tout cas, vous pouvez voir qu'un exemple de fiche, par exemple, sur le commerce détail, qui vous donne les principes essentiels dans le commerce de détail, par exemple, ou dans la boulangerie, sur les mesures de protection qui doivent être mises en place par les employeurs par rapport à ce principe-là. Donc, sur le point des risques, sur la poursuite d'activité, on a également la question de savoir. Attendez, je crois que j'ai raté une question. Voilà, excusez-moi. Donc, il y a la question de savoir si je peux refuser d'aller travailler. Donc, on a beaucoup de salariés qui nous posent cette question et la seule chose que je peux leur répondre, c'est qu'à partir du moment où l'employeur a mis en place les mesures adéquates, les salariés sont tenus d'aller travailler et n'ont pas la possibilité de refuser. Enfin, ils encourraient en tout cas une sanction disciplinaire s'ils refusent d'aller travailler. Alors, il est évident que certaines personnes sont vulnérables, celles qui, par exemple, sont asthmatiques ou qui sont plus âgées, peuvent se prévaloir éventuellement d'un arrêt de travail pour ne pas prendre de risques par rapport à la situation. On a beaucoup de questions aussi sur la question du droit de retrait. Donc là-dessus, je voulais simplement vous dire que selon la position actuelle du ministère, qui a été actualisée récemment, le droit de retrait, qui permet normalement de se retirer d'une situation de travail lorsqu'on constate un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie. Ce droit de retrait n'est pas possible dans la période actuelle si l'employeur a mis en place
toutes les mesures de protection nécessaires. Alors évidemment, la question c'est de savoir quelles sont les mesures adéquates. Donc regardez les fiches du ministère, comme je vous l'indiquais auparavant. Et vous pouvez aussi éventuellement, et ça je pense qu'en tant que représentant du personnel, c'est extrêmement important, de prendre contact avec la médecine du travail pour savoir si ces questions-là, si les mesures de protection sont bien adéquates et nécessaires dans la situation. Alors, sur les conditions de travail pour les secteurs qui continuent donc à fonctionner, on doit encore attendre le décret qui va fixer en fait les secteurs où on pourra avoir donc un certain nombre de dérogations, notamment le travail du dimanche. Sachez que il sera certainement étendu. Enfin, il est prévu qu'il y ait une nouvelle dérogation dans les secteurs donc qui sont nécessaires à l'économie et à la vie sociale. Le travail du dimanche, il y aura une nouvelle dérogation qui viendra s'ajouter aux dérogations qui existent actuellement. Et en l'état actuel, il n'est pas prévu qu'il y ait il y aura certainement du volontariat, mais en tout cas, il n'y aura pas de majoration selon les décrets qui sont actuellement prévus. Alors, sur la durée maximale, sachez qu'on pourra avoir des durées qui pourraient être portées jusqu'à 60 heures par semaine au lieu de 48 heures. Une durée hebdomadaire moyenne sur 12 semaines de 46 heures au lieu de 44 heures. Et aussi des dérogations qui vont concerner les salariés de nuit, les travailleurs de nuit qui pourront aussi avoir des horaires plus élargis par rapport à ce qui existe actuellement. Et donc, toutes ces dérogations, il est prévu qu'elles seront applicables à compter du décret donc, qui n'est pas encore paru, excusez-moi, et jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà, ça, c'est les points. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Je vous réponds juste après. Je vais les reprendre. Mais c'est vrai que pour la fluidité de la présentation, je vais vous demander de bien vouloir attendre qu'on soit au moment de pause pour les réponses aux questions. Alors, sur la question des compensations financières, on a beaucoup cette question pour les secteurs qui sont appelés à travailler. Donc, sachez qu'il y a eu une nouvelle ordonnance le 1er avril. Enfin, de toute façon, on a eu toute une panoplie d'ordonnances qui sont parues, qui prévoient donc la possibilité de donner une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, donc exonéré de cotisations sociales, en fonction d'un critère qui est nouveau et qui est les conditions de travail liées à l'épidémie. Alors actuellement, les points qui ont été modifiés sur la prime, avant il fallait un accord d'intéressement. Désormais, jusqu'à 1 000 euros, vous n'avez pas besoin d'un accord d'intéressement et on peut aller jusqu'à 2 000 euros si on a conclu un accord d'intéressement. Et donc, il y a effectivement ce nouveau secteur qui sera le nouveau critère qui peut être pris en compte. Je vois qu'il y en a certains qui me demandent s'ils pourront avoir la présentation, donc bien sûr, aucun souci. Et sur les forfaits jours, j'arrive. Voilà. Je vois bien vos questions, mais je vais juste vous demander d'attendre qu'on puisse y répondre à un moment. Donc, concernant la question du télétravail, donc comme vous le savez, le gouvernement a clairement demandé aux entreprises, à chaque fois que cela a été possible, de permettre le télétravail. Donc, j'ai articulé la présentation autour de 4 questions que vous pouvez lire à l'écran. Donc, est-ce que l'employeur peut m'imposer le télétravail ? Quels sont les équipements qu'il doit mettre en place? Est-ce que j'ai droit à des tickets restaurants si je suis en télétravail? Et est-ce que je peux être en télétravail alors que mon entreprise recourt à l'activité partielle? Juste pour tous les intervenants, que ce soit clair, parce que ce n'est pas toujours évident, mais activité partielle, c'est vraiment la même chose que chômage partiel. Alors, sur le fait d'imposer le télétravail, on a un article, le 1222-11 du Code du travail, qui vise exactement l'hypothèse d'épidémie, qui est une circonstance exceptionnelle qui justifie la mise en œuvre du télétravail sans que ça constitue une modification du contrat de travail du salarié. Donc, les salariés
sont obligés, quand l'employeur leur demande et quand c'est possible, de passer en télétravail, avec évidemment la question de savoir, et ça j'ai eu beaucoup le cas dans les secteurs de prestataires de services, de savoir quels sont les équipements qu'il doit mettre en place. Alors, idéalement, s'il y a un accord collectif sur le sujet ou une charte, il faut s'y référer. Et si on n'a pas, eh ben, je pense qu'il faut faire avec beaucoup de bon sens et vérifier, voir dans quelle mesure le salarié peut utiliser ses propres équipements ou bien si il n'en bénéficie pas, donc dans quelle mesure l'employeur peut lui demander, peut lui en fournir en lui demandant éventuellement de se déplacer ponctuellement pour aller chercher des équipements de travail. Et s'il y a des frais qui sont engendrés par le télétravail, il me semble évident que ce sera remboursé par l'employeur, puisque dans ce cas-là, ce sont des frais professionnels qui sont permis dans ces cadres-là. L'assurance, hein, sachez que vous avez aussi l'assurance qui doit normalement couvrir le télétravail. La dernière question que je veux juste aborder rapidement avant de vous laisser la parole, c'est la question de savoir si j'ai le droit à des tickets restaurants. Donc, l'URSSAF a répondu à cette question bien avant la situation coronavirus en disant oui, puisqu'il y a deux textes en fait. Vous avez le fait que les salariés en télétravail ont les mêmes droits que les salariés qui ne sont pas en télétravail. Et puis, un deuxième principe qui dit qu'à partir du moment où un travailleur, donc où il y a des tickets restaurants qui sont mis en place et qu'un travailleur a sa journée de travail qui implique une pause déjeuner, donc ça peut être le cas qu'on soit en télétravail aussi, si on travaille le matin et l'après-midi, dans ce cas-là, on aurait le droit à avoir des tickets restaurants. Le télétravail, l'articulation du télétravail et de l'activité partielle, ça c'est une grande question qu'on a. Donc il est évident que si vous êtes en télétravail, vous n'êtes pas en activité partielle. D'accord ? Ce serait une fraude qui est d'ailleurs punie de façon assez importante, avec des sanctions pénales, des amendes très importantes. Donc c'est sûr que si vous êtes en télétravail, vous ne pouvez pas être en activité partielle. Par contre, ce qu'il est possible, c'est comme l'activité partielle peut être une réduction d'activité, vous pouvez tout à fait avoir une partie des heures qui sont donc non travaillées et indemnisées au titre de l'activité partielle et une partie des heures télétravaillées et payées au taux normal. On va revenir un peu sur les conditions de l'activité partielle dans la partie suivante, mais vous pouvez tout à fait avoir ce mixte entre un point d'activité partielle et un point de chômage partiel. Voilà. Je vais passer à la question, voilà, vos questions et donc vous permettre. Je vais commencer par regarder les questions qui sont déjà arrivées et je vais voir si on a la possibilité de vous donner la parole. Alors attendez, je regarde. Je vois qu'il y en a pas mal qui lèvent la main. Alors, je reprends les questions depuis le début. Après les bonjours à tous, j'ai la question pour savoir la prime. Est-ce qu'il y a encore des ordonnances sur la prime? Non, la prime, ça a déjà été fixé, puisque ce que je vous ai expliqué, c'était 1 000 € et donc 2 000 € avec un accord d'intéressement. Si le conjoint est dans une situation hautement à risque, est-ce que le salarié peut se mettre en droit de retrait? Donc ça, c'est une très bonne question. Mais je ne pense pas que le ministère ait répondu à cette question pour le moment. Je me permettrai de refaire un petit mot sur ce point-là. Sur la question de recevoir la présentation, oui, pas de souci, on vous l'envoie. Les cadres au forfait jour et le chômage partiel, j'arrive parce que c'est l'objet de la suite de la présentation. Alors, les tickets restaurants sont-ils donnés lorsqu'on est au chômage à 50%? Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est assez simple. Ça dépend comment est organisée votre journée de travail. Si vous êtes en chômage partiel, en télétravail par exemple 50% du temps, mais que par exemple c'est que tous les matins qu'on vous demande de travailler, il n'y a absolument pas de possibilité d'avoir des tickets restaurants. Par contre, si vous êtes par exemple que les lundis, mardis et jeudis en télétravail et que vous travaillez toute la journée, donc avec une pause déjeuner qui me paraît assez évidente, vous aurez droit au ticket restaurant. Sur la question, Nathan, de savoir combien de plus en plus d'enseignes qui ouvrent. Je ne sais pas si tout le monde peut voir les questions, c'est un peu un mystère pour moi. Donc, quand les enseignes ouvrent,
Vous avez donc les enseignes non essentielles qui ouvrent. Ça, c'est effectivement des choses que vous pouvez essayer de dénoncer en tant que représentant du personnel. De ce que moi j'ai entendu, c'est que le gouvernement fait quand même pression sur certains secteurs pour qu'il y ait une partie qui soit ouverte. De toute façon, le maître mot, c'est vraiment de dire, à partir du moment où il y a des secteurs qui ouvrent, il faut s'assurer des mesures de protection. Marguerite, une question sur la prise en charge pour les intérimaires qui n'ont pas de site de rattachement. Alors, les intérimaires, si l'entreprise utilisatrice, ils sont en mission dans une entreprise utilisatrice, ils peuvent être en activité partielle. Pour ceux qui ne sont pas en mission, je vous avoue que je ne sais pas. Les salariés qui sont en garde d'enfants, je reviendrai sur cette question si ça ne vous ennuie pas, parce que sur la question de savoir si quand on est en garde d'enfants, on peut continuer à exercer son mandat, je reviens sur cette question, puisqu'on en parlera dans la seconde partie. Ensuite, on avait la question du chômage partiel, donc une question de Maria sur le chômage partiel et la retraite. Oui, ça je vous le confirme, il n'y a pas de cotisation pour la retraite, c'est un énorme problème. Pour Vanessa et les VRP, on a eu beaucoup l'occasion d'en parler, hein, parce qu'on a eu beaucoup de questions des VRP. Le chômage partiel est prévu pour les VRP, mais on n'a pas encore le décret. Mais je reviens sur l'activité partielle, c'est l'objet de toute la deuxième partie. Sur la question de la cafétéria et des tickets restaurants, bah écoutez, ça dépend un peu si les salariés, si la cafétéria continue de fonctionner. Oui, chez Métro, j'imagine que c'est le cas. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de raison d'avoir des tickets restaurants, sauf si vous avez un certain nombre de salariés qui sont aussi en télétravail, dans quel cas il doit y avoir une égalité de traitement. L'employeur peut-il instaurer un forfait moitié jour? Ça, je ne comprends pas la question, si la personne peut préciser. Un salarié qui travaille de chez lui en home office peut-il être en télétravail? Ben oui, c'est la définition du télétravail. Et les textes juridiques, je vous les envoie. Oui, c'est une position de l'URSSAF, hein, ce n'est pas validé par les tribunaux. Donc, je vois encore 3 questions et je regarderai ensuite les questions qui ont été posées sur le question-réponse. L'accord donc des salariés qui sont coincés à l'étranger, comment est-ce qu'ils vont être rémunérés? J'ai envie de dire, il faut aussi peut-être, il y a la possibilité d'avoir un arrêt de travail, peut-être des congés qui vont être imposés dans ce cadre-là. Ça, on va en discuter ensuite. Sur le fait pour les tickets restaurants, effectivement, c'est une position de l'URSSAF. Après, si actuellement il n'y en avait pas pour le télétravail, ça peut se discuter. Alors, et Patricia qui a précisé sa question sur le fait de savoir si on peut être en home office pour un commercial qui est censé être chez ses clients. Oui, du coup, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est vrai qu'on a eu pas mal cette question avec les VRP, de savoir comment on peut continuer l'activité avec des commerciaux qui, normalement, doivent aller chez leurs clients. À mon avis, il faut envisager toutes les solutions de vente en ligne qui peuvent être prévues dans ce cas de figure. Je vais juste regarder rapidement sur les questions-réponses qui sont par ailleurs posées. Le paiement des salariés en chômage partiel, je reviens dessus, hein, promis. Les conditions minimum remplies par l'employeur, je ne sais pas sur quel sujet c'était prévu. Probablement pour les mesures de protection, mais ça je ne peux pas vous répondre. Je crois qu'il faut poser la question vraiment au médecin du travail qui peut apprécier au cas par cas comment ça se passe. L'assurance en cas de télétravail, normalement l'assurance domicile doit couvrir aussi le télétravail. Donc pour moi, les salariés devraient se renseigner auprès de leur assureur et l'employeur devrait leur dire de se renseigner auprès de l'assureur. Un salarié donc, qui est en arrêt maladie pour garde d'enfants et qui est requalifié en chômage partiel, j'y reviens. Je sais que ça, c'est une grande question qui a été posée. La position de la CFTC, donc on est sur un webinaire juridique, hein, donc je n'entre pas dans les questions politiques. Et je suis en télétravail, donc ça, on a déjà vu cette question. Et Guilhem qui me pose la question de savoir si un accord collectif
comment ça se passe avec les congés payés à un accord collectif. Voilà, promis, je reviens sur cette question parce qu'on y est, voilà, on va avoir, on va revenir dessus. Hein. J'ai beaucoup de questions qui arrivent. C'est un peu difficile de vous répondre directement. Je vais, si tout le monde, juste si vous pouvez me signifier que vous êtes bien là, que vous m'entendez bien, peut-être lever la main pour me le dire, parce que moi je vous entends pas. Merci, super, je vois que vous êtes là. Et juste pour vous demander si on peut continuer à avancer dans la présentation, parce que voilà, je pense qu'on n'a pas non plus un temps infini. Voilà, moi, je vois que tout le monde m'entend. Et je vous promets qu'on reprendra chaque question qui seront posées sur le chat et on essaiera d'y répondre si on n'a pas le temps d'y répondre pendant la présentation. Je passe à la suite. Donc, les salariés donc, qui sont confrontés à l'activité partielle. Donc, là-dessus, on a énormément de questions qui nous sont posées. On a 4 points que je souhaite aborder avec vous. Enfin, j'ai essayé d'articuler les questions les plus posées autour de ces 4 questions. Comment ça fonctionne le dispositif? Qui est concerné? On va parler un petit peu des forfaits jours. Comment vais-je être indemnisé et puis-je poser des congés payés alors que l'entreprise a recours à l'activité partielle? Et si je suis en arrêt maladie, comment ça se passe? Donc, ça rejoint certaines questions qui avaient déjà été posées. Alors, sur le dispositif d'activité partielle, j'ai beaucoup d'entre vous qui me demandent est-ce que mon entreprise est éligible à l'activité partielle? J'ai envie de dire, pour vous, en tant que salarié, je ne crois pas que ce soit une question qui va être si cruciale. Enfin, d'un côté, elle est importante, hein, puisque dans le sens où si l'entreprise est éligible au chômage partiel, eh bien, les salariés auront une rémunération qui va être amoindrie, hein, puisque c'est simplement 70% de la rémunération brute. Et la deuxième chose, c'est que si l'entreprise n'est pas éligible, la bonne nouvelle dans un premier temps, c'est que vous aurez 100% de votre rémunération. Mais la très mauvaise nouvelle, c'est qu'il risque d'y avoir des difficultés économiques impressionnantes après la période de confinement et probablement, et c'est ce qu'on craint, des licenciements pour motif économique qui risquent de se profiler. Donc moi, j'ai envie de dire en tant que représentant du personnel, essayer d'avoir une position un peu qui prend en compte un peu tous ces éléments-là, à savoir est-ce que d'un côté, finalement, c'est pas une bonne chose que mon entreprise ait quand même le droit au chômage partiel parce que ça lui donnera une indemnisation de la part de l'État. Ça lui permettra aussi de se profiler par rapport à ses éventuels concurrents. Hein. Et d'un autre côté, de voir dans quelle mesure je peux essayer de tirer la meilleure indemnisation pour les salariés. Donc voilà, tenir compte de ces deux éléments, mais en tout cas, pour ce qui concerne l'éligibilité de l'entreprise, ce n'est pas vous qui allez décider, ce n'est pas non plus l'entreprise, c'est clairement l'administration qui vérifiera. Alors, dans toutes les annonces qui ont été faites, c'est clair que le dispositif d'activité partielle suppose d'être causé, enfin, qu'on ait une baisse d'activité hein, qui soit objective avec des chiffres une baisse d'activité qui est palpable et qui est justifiée par des circonstances de caractère exceptionnel qui, en l'occurrence, sont clairement établies actuellement en raison de la pandémie. Alors, les formes d'activité qui peuvent être prévues, c'est soit une réduction de l'horaire de travail, soit une fermeture temporaire de toute ou partie de l'établissement. Donc, première chose importante à savoir, l'activité partielle, ça ne veut pas dire que tout votre service est fermé, ça ne veut pas dire que toute l'entreprise est fermée. On peut très bien avoir des services fermés, on peut avoir des services qui fonctionnent totalement, on peut avoir des services qui fonctionnent à moitié, avec une partie de télétravail, une partie d'activité partielle. Donc, en fait, la réduction de l'horaire de travail, ça permet d'avoir une assez grande flexibilité sur ce sujet. Excusez-moi, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Je vais juste continuer le fil et puis vous donner la parole en promis ensuite. Mais donc voilà, juste pour revenir sur la question de la démarche de l'employeur, puisque beaucoup m'ont posé la question, mais ça a été relativement simplifié puisque maintenant vous avez 30 jours, vous pouvez mettre l'entreprise en chômage partiel et vous avez 30 jours pour déposer la demande. Et donc ça a un effet rétroactif à partir du moment où vous avez mis la société en chômage partiel, en activité partielle, c'est le mot qu'on utilise actuellement. Et l'administration a un délai maintenant simplement de 48 heures et au bout duquel on considère qu'elle a donné son acceptation tacite. Et le CSE est bien consulté, mais il peut être consulté jusqu'à 2 mois après la mise en chômage partiel, l'avis étant ensuite redonné à
donc l'administration. Alors, sur les salariés concernés, donc il y a eu des ordonnances, hein, enfin il y a eu un décret tout à fait récemment qui est venu modifier l'article du Code du travail qui définit qui peut avoir des droits au chômage partiel, et donc ont été donc associés les salariés au forfait jour, les cadres dirigeants et les VRP. Mais en l'état actuel, on n'a toujours pas d'informations sur la façon dont ça va se passer exactement pour ces salariés, puisqu'on attend des décrets qui vont venir fixer exactement comment la rémunération sera compensée, le cas échéant, par ces salariés. Alors, sur les salariés protégés, j'y reviendrai dans la deuxième partie, mais information qui n'a pas dû vous échapper, la mise en activité partielle s'impose désormais aux salariés protégés, alors que dans l'état antérieur à le dernier décret sur ce sujet, ils avaient la faculté de refuser la mise en chômage partiel. Alors, comment fonctionne l'indemnisation du chômage partiel? Alors, déjà, savoir combien d'heures sont indemnisées. Donc, ce qui est indemnisé, c'est uniquement les heures donc, on prend le delta entre les heures qui sont travaillées, hein, s'il y a encore une continuité d'activité en télétravail ou autrement, et la durée légale de 35 heures. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez l'habitude de travailler 39 heures, vous avez 4 heures supplémentaires habituelles par semaine, l'employeur ne sera pas indemnisé pour le chômage partiel pour les heures de 35 à 39 heures. Il a le droit à être indemnisé que pour les heures jusqu'à 35 heures. Sur le montant minimum, hein, ça vous l'avez tous vu, c'est 70% de la rémunération brute, et on a bien un minimum qui est accordé enfin le minimum c'est le SMIC, hein, donc c'est 8,03 euros, sauf pour ceux qui sont à temps partiel et les contrats de professionnalisation qui sont indemnisés sur la base de l'horaire, enfin sur les contrats de professionnalisation, ils ont un pourcentage du SMIC, donc ils conservent ce pourcentage du SMIC, mais ça peut être inférieur par dérogation à ce 8,03 euros. Voilà. Sur l'assiette de calcul, on a eu énormément de questions là-dessus, on a fait pas mal de mails et de réponses. Il faut se référer à l'assiette de calcul pour l'indemnité de congé payé. Et sachez que cette assiette est assez large puisqu'elle prend notamment tout ce qui est majoration pour heures supplémentaires qui ont été faites dans la période antérieure. Elle prend en compte également les primes qui peuvent être données dans l'année. Et on a également toutes sortes, même les frais, les remboursements pas les remboursements de frais, mais les avantages en nature qui sont pris en compte dans cette assiette. Et je sais qu'il y aura certainement des questions parmi vous sur les salariés qui sont payés à la rémunération variable, puisque ça pose une assez grosse difficulté, mais l'assiette de calcul devrait permettre de prendre les commissions qui ont été versées auparavant. Alors, sur le régime social, très important, sachez que l'assujettissement, c'est uniquement la CSG-CRDS, donc on est sur, ça correspond environ à 84% du net. Donc, en fait, 70% de votre brut, c'est pas du tout 70% de votre net, c'est plutôt 84% du net. Et une chose très importante que je voulais vous dire, c'est que ça, c'est l'indemnisation que reçoit l'employeur de la part de l'État, en sachant qu'il y a quand même un plafond pour les rémunérations importantes, puisque on peut pas, l'État ne va pas rembourser plus de 4,5 fois le SMIC. Mais en tout cas, l'employeur, s'il reçoit quasiment la totalité de ce qu'il va devoir verser aux salariés, il pourrait tout à fait envisager de compléter à hauteur de 100% le salaire. Et pour répondre à une question qui m'a été posée hier par Jean-Marie, qui est aussi présent, je crois, sachez que quand il indemnise jusqu'à 100%, c'est aussi exonéré. Donc, il a aussi ce régime extrêmement favorable où il n'a pas de cotisation à verser s'il décide d'indemniser à 100% ses salariés. Donc ça peut être un argument pour le convaincre de vous indemniser à 100%. Sur les congés payés en activité partielle, alors oui, hein, il est tout à fait possible d'avoir des congés payés qui vont vous être accordés au titre de l'activité. Enfin, vous allez avoir des périodes de congés qui peuvent être fixées sur la période d'activité partielle et qui du coup sont détachées évidemment des heures indemnisées au titre du chômage partiel et payées comme des congés payés à 100%. Et la grosse question qu'on nous a posée, c'est « et si j'ai un arrêt maladie et que mon employeur passe en activité partielle ?» Alors,
En droit du travail, on applique toujours la cause première de la suspension du contrat. Donc, si vous étiez en arrêt maladie avant la période d'activité partielle, en principe, vous devriez être sous le régime de l'arrêt maladie jusqu'à la fin. Et ce n'est qu'ensuite que vous passez en période d'activité partielle, jusqu'à la fin de votre arrêt. Même si, pour les arrêts garde d'enfants, j'ai lu que certaines CPAM considéraient que ce qui prévaut dans ce cas, c'est l'activité partielle. Mais ce n'est pas du tout la position habituelle qui doit normalement être précisée pour ces points-là. Dernier point, c'est les salariés qui sont actuellement en congé. Est-ce qu'on peut m'imposer de prendre des congés, des jours de repos? Dans quel cas est-ce que je peux bénéficier d'un arrêt de travail? Donc, sur les congés payés, vous le savez tous, il y a eu une ordonnance sur ce sujet qui a été posée. Je pense que vous aurez tous des questions là-dessus. En tout cas, sans accord collectif, normalement, c'est les règles habituelles qui s'appliquent. C'est-à-dire que les employeurs ont dû normalement s'organiser pour que les congés soient faits soient déjà fixés. En général, ce sont des dates fixées par les accords collectifs au 31 mars. Et il ne peut pas bouger les congés sans respecter un délai d'1 mois. Sauf circonstances exceptionnelles. Sur la dérogation, comme vous le savez, on a eu donc cette ordonnance du 25 mars qui a prévu la possibilité d'imposer des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables et avec un délai minimal de 1 jour franc à condition qu'un accord collectif de branche ou d'entreprise soit conclu. Donc, je sais que vous êtes tous un peu confrontés actuellement à la négociation de ces accords. Je vais répondre dans 2 petites minutes aux questions qui arrivent. Il est possible aussi d'avoir des accords qui vont essayer de donner quelques contreparties à cette possibilité d'imposer les congés. Sur les congés qui sont visés, sachez juste que ce ne sont pas juste les congés qui normalement doivent être pris avant le 31 mai, mais on peut aussi agir par anticipation et viser les congés qui normalement devraient être pris jusqu'au 31 mai 2021, qui ont été en fait acquis sur la période jusqu'au 31 mai 2020. Sur les jours de repos, également une dérogation, cette fois-ci par voie unilatérale. L'employeur peut imposer, donc sans respecter normalement ce qui est prévu par les accords collectifs, jusqu'à 10 jours de repos. Et pareil, on a un délai de prévenance qui est réduit dans ces cas-là à 1 jour franc. C'est un minimum, donc encore une fois, je ne saurais que vous inciter à évidemment essayer d'avoir des délais plus importants pour les salariés. Dernier point, ce sont les salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail. Donc, on a plus ou moins j'ai un peu identifié 3 grands cas. Les arrêts de travail classiques, pour ceux qui sont malades, les arrêts de travail spécifiques pour les personnes les plus fragiles, on a eu l'occasion de l'aborder, et les arrêts de travail pour garde d'enfants, où là, les conditions à remplir, c'est d'avoir un enfant qui a moins de 16 ans, moins de 18 ans s'il est handicapé, d'attester qu'on est le seul, puisqu'il n'y a qu'un seul parent qui peut en bénéficier, donc l'autre parent ne bénéficie pas, c'est une attestation sur l'honneur que l'autre parent ne bénéficie pas de cette faculté. Et on a également une indemnisation qui est favorable par rapport au régime habituel, puisqu'il n'y a pas de délai de carence, et on a une indemnisation complémentaire de l'employeur, même si on ne remplit pas la condition d'ancienneté de 1 an. La question de savoir sur l'activité partielle, je vous l'ai évoqué tout à l'heure à propos des CPAM qui, dans certains cas, considèrent que la cause qui doit prévaloir, c'est l'activité partielle. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas de terrain juridique pour affirmer que cette position est la bonne. Voilà, je regarde vos questions avec vous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient arrivées. Alors, je vais essayer de reprendre là où j'étais arrivée, parce que j'ai tout en fait qui arrive. Alors, attendez, que je reprenne. C'est pas évident. Vous avez été vraiment très nombreux à poser des questions. Voilà. Donc, Sabrina, je reprends la question posée par rapport au chômage partiel, s'il doit être appliqué pour l'ensemble des salariés. Non, puisqu'en fait, on peut très bien avoir, ce que je vous ai expliqué, le chômage partiel, on peut très bien avoir une partie des salariés qui sont des services qui sont fermés, des services qui sont à moitié ouverts. Après, c'est vrai qu'il doit y avoir une équivalence qui doit être pratiquée envers les salariés. On ne peut pas imaginer que, par exemple, si on a 2 secrétaires, mais qu'on a une baisse d'activité de moitié, on n'en garde qu'une à 100% et puis une autre à 0%. Ça, ce serait parfaitement inégalitaire. Ce serait un problème d'équité.
Comment différencier les entreprises sous pression de l'État et celles qui veulent juste reprendre pour des raisons économiques et qui pourraient aller à l'encontre du confinement. De toute façon, on va avoir les décrets qui vont fixer les entreprises qui sont normalement visées, dans celles qui sont nécessaires à la vie sociale et économique de l'entreprise. Une question sur l'activité partielle. Est-ce que ces salariés sont concernés? Les CDD signés et non débutés, oui, peuvent être tout à fait concernés. Les CDD pour surcroît d'activité aussi. Hein. Le chômage partiel n'est pas accessible qu'au CDI. Quelle est la base du salaire brut et notamment pour les salariés avec une partie variable? Donc ça, je l'ai expliqué, il faut prendre l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé. Pour les salariés qui sont coincés à l'étranger, donc Marguerite répond, nous l'avons posé, il nous ont répondu que soit les salariés se mettent en vacances, soit en absence autorisée, donc probablement non payée. Ok, merci Marguerite pour ta remarque. L'ACDAR demande si la direction m'a fait savoir qu'elle allait prendre le salaire du mois précédent pour payer le salaire en chômage partiel. Alors oui, c'est vrai qu'il est possible, hein, ça c'est un peu une mauvaise nouvelle, mais il est possible que l'employeur ait payé par exemple le salaire en totalité, parce qu'il n'y a eu que la moitié du mois de mars qui était en confinement. Et il peut faire un rappel de salaire sur le mois suivant. Est-il possible d'être en chômage partiel à mi-temps, par exemple travailler de 2 à 3 heures le matin? Oui, hein, tout à fait, ça c'est possible. Dans ce cas-là, il faut réduire effectivement autant. L'employeur va déclarer un nombre d'heures qui va réduire du nombre d'heures réellement travaillées. Le ministre du Travail a annoncé que le décret sortirait. Écoutez, j'en suis ravie. On vous tient au courant de toute façon. Là, je ne comprends pas la question parce que parfois, il y a juste des remarques, même les primes du dimanche. Pour l'assiette, y compris pour les cadres forfait jour, oui, c'est le même principe, hein, l'assiette de calcul pour le chômage partiel. L'indemnisation prend-elle en charge les pourboires déclarés? Oui. Donc, c'est aussi dans l'assiette des congés payés. Est-ce qu'elles sont prises en compte, la prime variable, prime d'ancienneté, prime d'expérience? Oui. Pour autant qu'elles sont prises dans l'assiette de calcul des congés payés, elles sont prises en compte aussi sur la base du salaire brut. Alors, dans le cadre d'une reprise d'activité pendant 4 heures, existe-t-il pour le forfait jour un demi-forfait au niveau du Code du travail? On n'a pas encore d'infos là-dessus puisque le décret sur les modalités de prise en compte des heures pour le chômage partiel des cas n'est pas encore paru. Impact de l'activité partielle, merci Richard, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je crains que les budgets CSE vont être réduits par rapport au chômage partiel, puisque ce sont des indemnités qui ne sont pas chargées, donc ce n'est pas considéré comme de la masse salariale. L'indemnisation des salariés par rapport au fait des HCR, alors ça c'est trop spécifique, je suis désolée, je ne pourrais pas vous répondre directement. Je suis désolée, il y a vraiment énormément de questions. Je vais avoir du mal à répondre à tout. Est-ce que quand on est en garde, je reprends une question, quand on est en garde d'enfant, est-ce qu'on peut prolonger son arrêt alors que l'entreprise a mis en place l'activité partielle? Ça, je pense que si c'est une prolongation, oui, mais ça ne peut pas être un nouvel arrêt. Comment vérifier si mon employeur me déclare en activité partielle pendant mes congés payés? Alors, ce n'est pas possible d'avoir des congés payés qui sont déclarés en activité partielle. Ça, il faut le vérifier par rapport au bulletin de salaire, puisque sur les bulletins de salaire, vous aurez le nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel qui seront là. Patrick Boll nous répond que quand ceux qui étaient en arrêt maladie ne peuvent pas prolonger, écoutez, moi, je n'ai pas d'infos sur ce point-là. C'est vraiment, il y a vraiment énormément de questions. Pour un cadre qui est rémunéré avec un fixe et un mode de calcul, plus prime, le mode de calcul est 84% sur la moyenne des 3 ou des 12 derniers mois. Donc l'assiette de calcul, c'est bien normalement pour les 10% de congés payés, c'est bien les 12 derniers mois. Voilà, je vais regarder simplement rapidement. Il y a 24 questions sur le question-réponse. Je vais avoir du mal à répondre à tout. Je vais partir par le bas. Donc, l'entreprise qui fait un complément de salaire sur un chômage partiel a-t-elle le droit de reprendre les heures chargées pour compenser le total du salaire quand il devra… désolé, j'ai un peu du mal à comprendre la question.
Et est-ce qu'on peut reprendre après le chômage partiel l'arrêt de garde d'enfants initial? Ça, je ne pense pas, hein, puisqu'il doit y avoir un délai minimal. Repréciser pour les forfaits jours. Dès que j'ai plus d'infos avec le décret, je vous en donnerai. Et je crois qu'après, les primes de dimanche sont prises en compte dans l'assiette. Voilà. Je vais juste passer peut-être à la suite de la présentation. Est-ce que pour tout le monde, c'est OK? Pareil, je vais vous demander de lever la main pour… merci, voilà, pour voir si on peut continuer. Moi, je suis désolée, je ne vous entends pas, donc c'est… voilà, on ne s'entend pas, mais voilà, je vois que vous êtes là, qu'il y a beaucoup de questions. Je vous promets qu'on va réétudier les questions et essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Alors, sur les représentants, on passe à la partie représentants du personnel. Ça va être un tout petit peu plus court pour ce point-là. On a donc actuellement nos représentants qui sont extrêmement mobilisés, à la fois pour négocier par exemple des accords collectifs sur les congés payés, pour la continuité de la consultation du CSE et parce qu'ils sont saisis de milliers de questions par leurs salariés. Donc plus que jamais, hein, exercer le mandat, c'est crucial. Et donc, on a articulé cette présentation autour des 4 questions que vous voyez apparaître. Est-ce que je peux continuer d'exercer mon mandat? Est-ce que je peux refuser de passer sous le régime de l'activité partielle? Et comment sont rémunérées mes heures de délégation? Et la question du déplacement sur les sites. Alors, définitivement, quand votre entreprise est en activité partielle, vous pouvez continuer d'exercer votre mandat. Ça a été clairement établi par la Cour de cassation dans un très ancien arrêt. Puis-je refuser de passer sous le régime de l'activité partielle? Donc ça, c'est un point qui a été modifié par une ordonnance récente. On en a parlé tout à l'heure. L'activité partielle s'impose aux salariés protégés si elle affecte donc tous les salariés de l'entreprise, du service ou de l'atelier auquel est rattaché l'intéressé. Donc, ça c'est important que vous ayez bien cette condition en tête, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le salarié protégé n'est pas rattaché à un service qui est complètement fermé, on ne peut pas lui imposer l'activité partielle, donc il doit y avoir une demande de l'employeur de savoir s'il accepte ou refuse le passage en activité partielle, avec les conséquences d'un refus qui sont soit que l'employeur maintient la rémunération à 100%, soit qu'il lui demande soit qu'il s'engage, enfin même si on a un peu du mal à imaginer comment il ferait pendant cette période, mais qu'il engage une procédure de demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail. Alors, comment sont rémunérées les heures de délégation? Donc, il y a une jurisprudence qui dit clairement que les heures de délégation doivent être rémunérées. Mais ce qu'on ne sait pas très bien, c'est que quand l'entreprise est en activité partielle, il y a certains avis qui considèrent que le salarié doit être payé en fait autant que ce qu'il aurait été payé s'il avait continué à travailler, ce qui en l'occurrence serait du coup le montant de l'indemnité de chômage partiel, qui serait indemnisé à hauteur de 70% de sa rémunération brute. Mais une autre solution, et qui à mon avis est la solution qui répond le plus à la situation actuelle, dans la mesure où les heures de délégation sont maintenant prises pour assister à des visioconférences, pour répondre à des appels de l'employeur, pour négocier des accords par des voies dématérialisées, il me semble que ça doit être considéré comme du télétravail. Et donc, même régime, si c'est du télétravail, on les sort du chômage partiel et elles sont payées à 100%. Ça serait une forme de réduction d'activité, c'est-à-dire que pour une partie, les représentants du personnel seraient débarrassés de leur charge de travail et pour une autre partie, ils seraient en heure de délégation indemnisés à 100%. Sur le déplacement sur les sites, on a eu pas mal de questions là-dessus. Définitivement, oui, on ne peut pas empêcher les représentants de se rendre sur les sites, notamment sur les sites où travaillent encore des salariés. Et il n'y a pas de possibilité de dérogation, sauf si, voilà, par exemple, le représentant ne respectait pas les mesures de prévention et de protection qui ont été mises en place. Et on a eu la question de l'attestation. Pour moi, l'employeur doit effectivement donner une attestation au représentant du personnel pour lui permettre de se déplacer sur les sites sans avoir à spécifier sur quel site il se déplace, puisqu'on peut, pour certains salariés, avoir cette question.
Sur le fonctionnement du CSE, ça va être assez rapide, hein, puisqu'il y a une ordonnance qui vient de paraître qui prévoit les conditions de réunion à distance du CSE et la gestion des élections CSE. Donc le CSE peut tenir des réunions à distance. Donc il a des possibilités de recours à la visioconférence et à la conférence téléphonique. Hein. Les deux modalités sont envisagées sans accord, sans qu'un accord soit nécessaire. Et il peut y avoir un recours à la messagerie instantanée type WhatsApp si le retour à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est impossible ou bien s'il y a un accord qui a prévu cela. Après, il y a quelques précisions qui sont données sur la gestion des votes, sur la question de la consultation, sur la question du remplacement des absents. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en visioconférence qu'il ne faut pas, quand le titulaire est absent, bien convoquer le suppléant pour qu'il puisse se joindre à la visioconférence. Élaborer l'ordre du jour, on le fait toujours avec le secrétaire, on doit toujours l'envoyer dans les délais. Hein. Enfin, c'est pas parce qu'on est en visioconférence que ces règles sont modifiées. Et pour la gestion des votes, il y a juste cette question effectivement des votes secrets. Et dans ce cas-là, je ne vois pas tellement d'autres solutions que de recourir à une société externe, un prestataire externe qui garantit le secret du vote comme on a lors des élections professionnelles. Dernier point, les élections CSE. Tous les processus électoraux sont actuellement suspendus jusqu'à 3 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire et les mandats actuels et la protection des élus actuels sont prolongés. Voilà, donc là j'en arrive à vos questions. Je suis à la fin de ma présentation. Je vais regarder les dernières questions qui sont arrivées. Et pardon si certaines questions m'échappent, mais en fait tout apparaît hein, d'un seul coup. Donc, je reviens. Alors, un secrétaire. Je reprends les questions sur le forum qui sont normalement applicables à tous. Je pense que vous pouvez tous les voir. Je pense. Un secrétaire qui est en garde d'enfant. Oui, vous levez la main, donc voilà, vous pouvez voir les questions. Un secrétaire qui est en garde d'enfant peut-il continuer son mandat? Donc, à mon sens, hein, oui, de la même façon quand on est en garde d'enfant, on peut télétravailler. C'est d'ailleurs un peu un souci, mais ça se pose. On a une question sur le chômage pour les intérimaires. Donc, Manu qui propose que tout le monde puisse prendre contact avec le SNTT, puisque le chômage technique est pris en compte par l'entreprise de travail temporaire. Merci pour l'info. La garde d'enfants, c'est un arrêt de 14 jours qui peut être prolongé jusqu'à 21 jours. Être en activité partielle et participer à des réunions paritaires de branche, la réunion paritaire de branche en temps normal, c'est du temps où vous êtes libéré et payé par votre employeur, donc c'est exactement pareil, hein, il n'y a pas de modification, c'est simplement que vous le faites de façon dématérialisée, mais les principes sont les mêmes. Ceux qui étaient déjà en arrêt maladie pour garde d'enfants peuvent prolonger jusqu'à la fin du mois d'avril. Ok, ça c'est une réponse, je pense, de Marguerite. Marguerite, je ne sais pas si tu es encore là, tu peux nous dire si c'est ça que tu nous dis. Et on a, je ne vois pas qui lève la main. Donc l'employeur doit-il donner une attestation à la journée ou pour plus longtemps pour les IRP? Il doit donner une... Alors, je crois que maintenant, c'est des attestations à durée indéterminée, hein, mais en principe, c'est une... Je pense que c'est un petit peu comme les livreurs. Enfin, en tout cas, moi, c'était ma façon de raisonner, de me dire qu'un salarié, par exemple, qui doit livrer dans différents restaurants, l'employeur lui donne pas, fait une attestation générale, il fixe pas les lieux de travail. Et à mon avis, c'est plus des attestations à la journée, maintenant, c'est des attestations sur le long terme. Peut-on faire un CSE par téléphone avec notre ligne personnelle? Oui, hein, on va dire tous les moyens par visioconférence sont prévus. Après, il peut y avoir des remboursements si ça implique des frais supplémentaires par vous. Pour les convocations du CSE par mail ou par envoi postal, ça me paraît évident que l'envoi postal n'est plus possible actuellement, donc ce sera par mail. Et on a l'ACDAR répond sur le fait que la directe a répondu par la négative, mais je ne sais pas sur quel sujet. Hein. Le problème, c'est que les questions interfèrent un peu, donc je n'ai pas forcément d'infos.
On a une question sur le problème de l'assiette de calcul pour les intérimaires en chômage partiel. Je ne sais pas si la SNTT pourra peut-être apporter une réponse sur ce point-là. Notre employeur refuse les prolongations pour garde suite à l'activité partielle. C'est un point qu'on va vérifier parce que j'ai l'impression que ça revient dans tous vos échanges. Et on a eu hier un appel en visioconférence. On a fait des votes par des appels et des élus par visio. Est-ce légal? Si ce n'est pas des votes à bulletin secret, moi je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour que ça soit fait un peu comme maintenant où chacun vote un peu, enfin on peut lever la main pour voter par exemple. En revanche, si c'est des votes secrets, je pense qu'il faut évidemment garantir le secret du vote. Mais pour beaucoup de votes, ce n'est pas le cas. Dernière question que je vois apparaître sur le forum, après je reprendrai les questions-réponses. La prime du dimanche rentre-t-elle dans la base de calcul pour la rémunération? Oui. Donc ça, c'est comme pour les congés payés. Les primes, elles entrent dans la rémunération pour des congés payés. Sur les questions-réponses, je vais les prendre à l'envers pour ne pas risquer de reprendre des choses qui ont déjà été répondues. En mi-temps thérapeutique, puis-je prendre toutes les heures de délégation pendant le confinement? Ça, c'est les règles habituelles qu'on a, c'est-à-dire normalement pour un mi-temps, on ne peut pas prendre plus d'un tiers en heures de délégation, plus d'un tiers du temps de travail. Donc si on est à 50%, on ne peut pas prendre plus d'un tiers des 50% en heures de délégation. Si le CSE est consulté pour l'ouverture de sites non essentiels et qu'il valide l'ouverture, ça engage sa responsabilité. Je crois que la consultation du CSE n'est pas, c'est pas un droit de veto, donc je vois pas très bien que le CSE dise oui ou non. À mon avis, ça ne changera pas la décision de l'employeur. Est-il légal de faire un entretien préalable par visioconférence? On n'a pas encore les réponses à ces questions-là, mais il semble que les entretiens, les ruptures de contrat, le ministère incite quand même à les reporter pour la période actuelle. Mais après, il peut y avoir des questions de délai, notamment puisqu'on a un délai d'1 mois normalement pour agir sur ce point-là. Je suis secrétaire en garde d'enfants, je fais des réunions téléphoniques, peut-on déposer des heures de délégation? Oui, donc effectivement, en arrêt de travail, on peut exercer son mandat, c'est la même logique. Par contre, normalement, on ne peut pas prétendre à plus de rémunération que ce qu'on touche par le complément de salaire à arrêt de travail. Je ne comprends pas la question sur les conseillers du salarié, pardon, parce que ça arrive comme ça. Un représentant du personnel qui continue son activité qui continue son activité en télétravail, peut-il prétendre au paiement de ses heures de délégation à 100%? Ça, on a déjà répondu, à mon avis, tout à fait, si on les sort du point. Ensuite, on a un budget ASC qui a été diminué, un budget de fonctionnement. Pas de modification. Voilà, ça, je ne comprends pas. Une question sur... Ah oui, voilà, ça, c'était la question que je n'avais pas compris, pardon, de Jean-Pierre. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes encore là, où il y a encore des participants. Écoutez, je ne suis pas sûre de réussir. Oui, je vois que vous êtes là. Je ne suis pas sûre de réussir à avoir répondu à toutes vos questions. Désolée, parce que c'est vrai, comme les questions arrivent, voilà, parfois elles répondent à une question précédente. En tout cas, voilà, je voulais juste vous redire que vous n'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous avez sur juridique@cssb.fr. On est de permanence et on peut répondre à vos questions, et s'il y a besoin, il y a même possibilité de me passer un coup de fil. Donc voilà, n'hésitez pas, envoyez des emails si vous avez des questions, et on va en tout cas retransférer à ceux qui ont participé au séminaire et à ceux qui n'ont pas pu y participer le PowerPoint et éventuellement la présentation. Voilà, je vais finir la réunion ici. Merci à vous tous d'avoir participé. Voilà, c'est un peu curieux de ne pas vous voir et je regrette de ne pas pouvoir vous entendre. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, ça a pu vous apporter quelques réponses aux questions que vous vous posez actuellement. Et donc, à tous, vraiment bon courage, soignez-vous bien, faites attention et n'hésitez pas donc à nous appeler
à nous faire un petit mot sur juridique@cssv.fr. Voilà. Merci à tous et à bientôt.